Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots sur les émeutes en Angleterre. J'ai pris le temps d'observer pour essayer de tirer les conclusions les plus pertinentes. En tout cas, je l'espère. Alors, je vais commencer par la conclusion pour une fois. Ces émeutes sont le fruit d'abord et principalement d'un déni de justice. Sont le fruit de l'indignation d'une population qui en a marre de voir qu'il y a carte blanche, qu'il y a l'impunité assurée à une ultra-minorité de délinquants, de criminels, de monstres d'origine étrangère. Pour qu'un type qui a pignon sur rue, comme on dit, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est inséré, qui a un job, qui a une famille, qui a tout à perdre, son job, sa situation, sa liberté, un type qui n'est pas habitué à la bagarre, qui n'est pas habitué à aller en tôle, un type qui a encore peur de la tôle, de la police, un type qui a encore devant lui, il a encore une carrière, il a des traites à payer, une voiture, une maison, que sais-je, des vacances à financer. Donc pour qu'un type aille plusieurs fois de suite brûler des fourgons de police, 1 jour, 2 jours, 3 jours, brûler des pneus, qu'il aille exposer sa vie à visage découvert, vous l'aurez vu, devant des gangs ethniques, ou même devant une foule hostile, il faut que ce type ait une bonne raison. Et cette raison, c'est celle-là. Les gens sont indignés, ils sont hors d'eux. Littéralement, on les a mis hors d'eux par le refus de justice. Refus de justice par la police, par la justice, le ministère de la Justice, par les autorités britanniques, qui laissent depuis trop longtemps une ultra-minorité d'origine étrangère pourrir la vie du peuple britannique en entier. Deuxième point très important, quand la violence est commise par quelqu'un, elle est déjà intolérable. Mais quand elle est commise par quelqu'un qui est étranger ou perçu comme tel, peu importe le passeport, qui compte c'est la perception, eh bien elle est intolérable. C'est une loi de la nature humaine. Ne me demandez pas si je suis d'accord ou pas. Votre avis importe peu, puisque la vie n'est pas démocratique et les lois de la vie ne sont pas démocratiques. Nous sommes ainsi faits. C'est pour ça que la colonisation n'avait aucune chance de durer. Parce que la loi de l'étranger, la violence commise par l'étranger, l'oppression commise par l'étranger, elle est toujours insupportable. Ça a donné les pieds noirs qui ont été expulsés manu militari honteusement par le FLN, ça a donné les pieds noirs musulmans d'Andalousie, et d'ailleurs pas seulement d'Andalousie, du Portugal et de la Castille, tout ça, qui ont été expulsés chez eux au bout de 800 ans. On peut être pied noir chez soi, parce que je pense qu'au bout de 800 ans, on est quand même un peu chez soi, on peut quand même être pied noir. Bon, remarque au passage. C'est toujours comme ça. Donc, un crime commis par un Rwandais, un Bengalais ou je ne sais quoi, un Tchétchène, sera toujours dans l'esprit humain, dans la sensibilité, on est au-delà de l'esprit humain, dans la sensibilité humaine, il sera toujours moins tolérable qu'un crime commis par un type qui te ressemble. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont les lois de la diversité. Les lois de la diversité sont les lois de la nature humaine. La diversité mène. La diversité rend fou. La diversité rend fou. Parce que elle irrite la sensibilité en permanence. On en parlera dans quelques instants. Voilà pour le préambule. Toujours en préambule, vous aurez remarqué que la théorie, la fable du vivre ensemble à la britannique, à la mode londonienne, s'est effondrée sous nos yeux. Il y a encore quelques temps, quelqu'un me disait à Paris, Driss, tu exagères, tout se passe bien en Angleterre, le problème c'est la France, ce sont les Français qui sont xénophobes, islamophobes. Bon, merci au réel qui m'a économisé de la salive. Très bien. Deuxième chose, pour la première fois, nous voyons sous nos yeux que le peuple blanc, le peuple de souche, a conscience de lui-même en tant que peuple. C'était la seule communauté, je déteste ce terme parce qu'il est américanisé, j'adore les États-Unis, mais je ne suis pas américain, donc je ne vois pas pourquoi je vais copier leurs obsessions. Je ne réfléchis pas en communauté, en communities, ni en race, sinon je serais américain. Je ne suis pas américain. Je remarque que j'étends un nombre de Français qui se croient des Américains. Vous n'êtes pas américain. D'accord ? Petite remarque au passage. L'homme blanc était le seul groupe, le groupe blanc, qui n'avait pas le droit de se sentir comme un groupe, d'avoir conscience de lui-même. George Floyd, George Floyd, au casier judiciaire lourd qui pesait 1 kilo, assassiné par la police américaine,
plusieurs Noirs américains se sentaient pourchassés, agressés. Des types valables, hein, des types intelligents, valables, tout à fait admirables, se sentaient touchés eux-mêmes. Et je les crois sincèrement peinés par ça. Lola, massacrée en France, chez elle, enfant, tout ça, les Français blancs n'avaient pas le droit de se sentir touchés dans leur chair, pris pour cible eux-mêmes. Non, eux, ils n'ont pas le droit. Sinon, ils font le jeu de Marine Le Pen. Hein, on décapite un prof, on décapite Samuel Paty, on tue Dominique Bernard, mais les Français n'ont pas le droit, eux, de se sentir visés. Traoré, il est arrivé ce qui est arrivé, eh bien, diaspora de France, tu avais le droit de te sentir pris pour cible, toi, en tant qu'arabe, noir, malien, je ne sais pas quoi. Par contre, un Français de souche n'avait pas le droit, n'a toujours pas le droit de se sentir pris pour cible quand Enzo se fait massacrer, quand Timothée se fait massacrer, quand les martyrs, hein, les martyrs sont malheureusement trop nombreux. Voilà. Donc, c'est une révélation. Il y a encore un esprit de corps, un esprit d'équipe, comme disait un ami récemment sur Twitter, un esprit d'équipe chez le peuple les natifs britanniques. Bon, très bien. Je note, hein, je ne fais pas je ne juge pas, voilà. Ok, alors, est-ce qu'il y a du racisme là-dedans? Évidemment qu'il y a du racisme. Évidemment qu'il y a du racisme. Mais c'est normal qu'il y ait du racisme. La diversité crée le racisme. La diversité, c'est comme le racisme, nous le recevons à la naissance, comme nous recevons la jalousie en germe, en potentiel, l'envie, la cupidité, la haine. Nous naissons avec. Nous naissons avec. Nous naissons avec cette passion déplorable, discutable, moche. Mais nous avons plusieurs passions moches. Si cette passion moche, laide, déplorable, discutable nous accompagne sur les plusieurs générations, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, elle a, j'ouvre les guillemets, une utilité dans l'évolution de la nature humaine, de la société humaine, des sociétés. Sinon, l'être humain, l'évolution, Darwin, je ne cite pas la Bible parce que je ne veux pas être censuré, Darwin, selon Darwin, eh ben, elle aurait été évacuée de l'histoire génétique. S'il y a encore ça, c'est que ça a peut-être eu, par le passé, une certaine utilité. Évidemment, l'utilité, c'est le maintien du groupe. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Je suis actuellement en Afrique du Nord. Si vous avez encore en 2024 des Berbères et des Arabes, c'est que les deux groupes ne sont pas suffisamment mélangés. Parce qu'il y a eu des préférences matrimoniales. D'accord? De là où je viens, dans mon village, il y a toujours eu une préférence matrimoniale. Entre Arabes, du village, même pas des Arabes de Fès ou de Meknès ou d'ailleurs, non, nous on se marie entre Arabes du village. C'est parti en fumée il y a pas très longtemps. C'est moche, peut-être, parce que l'entre-soi, hein, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe à Paris dans le 7e arrondissement, ou vous n'avez qu'à voir un plateau de télévision dans une chaîne dite mainstream, de celle que l'Arcom ne censure pas. Vous voyez bien que l'entre-soi, ça mène à de la monstruosité. Ou du moins, à des choses. Ça réduit la performance globale. Hein, je vais parler comme un manager de McKinsey. Mais au moins, mon village, il est toujours là, avec un accent. Nous avons un accent que tu peux détecter à 2000 km à la ronde. Ça s'appelle la diversité. Notre xénophobie, entre guillemets, notre préférence matrimoniale ultra-locale a permis la diversité. Nous ne parlons pas comme les gens de Fès, qui sont à 20 km. Moi, je trouve que ça, c'est assez précieux. Parce qu'il n'y aurait pas eu la xénophobie dans les groupes humains, vous n'aurez pas eu le musée du Quai Branly à Paris, vous allez prendre des photos, vous dire les Mayas, les Aztèques, les Indiens d'Amazonie. Je sais pas, il doit y avoir 800 peuples là-dedans, à vérifier. Pourquoi il y a 800 peuples, 800 langues, 800 cultures, 800 poules génétiques? Pourquoi? Parce que ils se marient pas entre eux et souvent ils sont en guerre. Pourquoi je crois qu'il y a 600 langues en Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est pas que la distance géographique, elle a joué un rôle, évidemment, l'absence de communication, mais c'est que les gens étaient repliés entre eux. Ça n'empêchait pas qu'il y ait du commerce. Il n'y a pas plus grands commerçants que les Ivoiriens du Nord ou les Sénégalais. Mais pour les choses sérieuses, entre guillemets, il y avait la xénophobie, l'effet de groupe. Que fait Donc, nous sommes tous, aux grandes dames de EELV et du Parti Socialiste et
et de la Macronie et des LR présentables et de Ursula von der Leyen, aux grandes dames donc de notre État profond, le racisme est né avec nous. Nous devons faire attention à cela constamment et savoir comment persévérer soi-même dans son groupe, dans son identité, ou ne pas le faire, comme moi je l'ai fait. Moi, mon groupe, je le quitte. Moi, je me suis marié avec une chrétienne brésilienne d'ascendance juive d'Europe de l'Est, donc où il y a du sang indien, noir et européen. Donc moi je ne suis pas dans la xénophobie, mais j'ai fait un choix conscient. Je perds certaines choses, j'espère en gagner d'autres. J'ai déjà gagné d'autres. Mon mariage est très heureux, ma femme m'a sauvé. Dieu, évidemment, il m'a mis ma femme sur le chemin. Mais il faut faire les choses en conscience. Que fait la diversité? Elle explose le racisme. Elle le fait, elle le rend, elle l'irrite. Pourquoi? Parce que les diasporas, les groupes sont en concurrence. Concurrence pour les jobs. Tout le monde n'a pas fait HEC ou l'ENA. Les gens se battent pour des jobs de plombier, de garçon, d'agent de sécurité. D'accord? Surtout en Angleterre, où il n'y a pas d'État-providence. En France, on peut encore payer les gens pour rester chez eux. Mais en Angleterre, les Blancs ont encore besoin de travailler. Je suis un peu olé olé dans ce commentaire, mais les Blancs ont encore besoin d'être vigiles à la FNAC ou d'être vigiles dans un supermarché. En France, nous, on s'est arrangé pour les payer pour rester à la maison. Et on met d'autres personnes à la place. Tout aussi respectable. Donc vous avez une concurrence pour les places, vous avez une concurrence pour les logements, notamment les logements sociaux. Vous avez tout simplement une concurrence des modes de vie, des sensibilités. Parce que nous sommes des influenceurs nés. Nous n'avons pas attendu le groupe Meta ou Google pour être des influenceurs. Je suis un influenceur, vous êtes des influenceurs. Chaque groupe influence son environnement. Les Corses influencent la Corse. Les Bretons influencent la Bretagne. Les Catalans influencent Barcelone, Tarragone. Les Madrilènes influencent, c'est-à-dire ils donnent l'exemple et ils s'attendent que les gens suivent cet exemple. Ce qui fait que quand tu es entre Madrilènes, tout va bien. Mais quand tu as Madrilène, Catalan, Gitan, je ne sais pas quoi, tu commences à avoir des frictions. Ce n'est pas un exemple que je prends à la légère. L'Espagne n'a pas réussi à assimiler complètement les Gitans. Catholiques. On ne parle pas de musulmans ou de Tchétchènes ou de gens qui descendent d'un bateau en provenance du Bangladesh. On parle de Gitans. Il n'y a pas plus européen que les Gitans. Le flamenco. Musique merveilleuse. Il n'y a pas plus espagnol qu'un Gitan. Ce sont les Espagnols de souche. Eh bien, tu as toujours un problème d'assimilation. Pourquoi il y a un problème d'assimilation? Parce que les Gitans et les autres Espagnols, il y a une guerre d'influence. Chacun veut imposer son mode de vie. Ou en tout cas, les gens ne veulent pas céder sur leur mode de vie. Il y a une concurrence. Dès que tu mets plusieurs groupes, les uns après les autres, il y a une concurrence de mode de vie. Cette concurrence de mode de vie, elle t'énerve. Elle t'énerve spontanément. Même si tu as lu Bourdieu, Sartre, même si tu es élevé, même si tu es bobo, d'accord? Même si tu prends des bains régulièrement dans la Seine, hein, donc même si tu es quelqu'un de pollué, eh bien, cette juxtaposition de différents modes de vie va t'atteindre plus profond de toi-même. Elle va atteindre ta sensibilité, on va dire, viscérale, les tripes. Donc il y a une concurrence. Vous voyez bien l'islam en France. Le voile. Le voile énerve nombre de Français, mais spontanément. Ils n'ont pas besoin d'avoir écouté Marine Le Pen ou Zemmour. Comme la mini-jupe énerve nombre de musulmans en France spontanément. Et je respecte les deux. Je dis bien, je respecte les deux. Pourquoi je respecte les deux visions? Parce que je suis humain. Humaniste de temps en temps. L'être humain est comme ça, la nature humaine est comme ça. C'est pour ça que nous vivons séparés les uns des autres. Avec une seule loi, une seule norme esthétique par endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est triste. Ah, ce n'est pas très sexy. Hein. Ce que je dis là ne va pas m'assurer de passer à l'antenne chez BFM TV. Je ne sais pas que je m'en fiche, j'aimerais bien. Mais plus important pour moi est la vérité. Ah, la nature humaine, elle est déprimante. Et elle n'est pas démocratique, on l'a dit au début. Elle est déprimante, c'est comme ça. Ah, alors, certains expatriés qui nous regardent, qui ont vécu 5 ans à Marrakech, 3 ans à Dubaï, 2 ans à Singapour, dans des compounds
où chaque ménage gagnait 15 000 euros, 20 000 euros par mois, qui n'avaient pas de, ils ne se préoccupaient pas de loyer, c'était payé par la société, qui ne se préoccupaient pas du prix de l'éducation, ils avaient leurs gosses à l'école américaine, qui voyagent en business, qui vivent, ils ont entre eux et leurs voisins 50 mètres de zone verte, c'est-à-dire de zone tampon, hein, de jardin. Évidemment, ceux-là vont me dire: «Oui, Idriss, tu exagères, tu vois tout en noir, la diversité, ça marche bien. J'ai des amis, je sais pas quoi, musulmans, chrétiens, juifs». Non, mon gars, l'expatrié, je m'excuse de parler comme un hygiéniste, l'expérience expatrié ne te qualifie pas pour parler de ces choses-là. Bien sûr, on peut avoir une opinion, hein, le problème n'est pas là. Moi-même, je suis pas, hein, je dis pas que je suis Foucault, le philosophe. Non, je dis pas ça. Mais je dis que la vie d'un expatrié, ce n'est pas la diversité. Là, on parle de millions de gens. On parle de gens qui sont en concurrence. On parle de gens pour les places, pour les jobs, pour la vie. Nous parlons de gens qui sont les uns sur les autres. Et on parle de grand nombre, on ne parle pas de familles d'expatriés. Tu as des Saoudiens, tu as des Népalais, tu as des Australiens, tu as des Canadiens. Tu ne vas pas me dire, moi, oui, mais ça s'est bien passé dans mon compound à Jakarta. Mais oui, évidemment, c'est un compound, tu es hors du... Tu n'es pas dans la nature humaine. Et en plus, tu n'es pas en crise. Tout va bien, tu as 20 000 euros par ménage. Tout va bien. Je voudrais bien vous y voir, moi, quand s'il y a un coup d'État, et il faut évacuer une famille sur 5 par hélicoptère. Je voudrais bien vous y voir, vous dans votre monde merveilleux, inclusif, tout ça. Hein, on verra ça. Donc la diversité stimule le racisme. La diversité fait émerger le racisme. Il n'y a pas des racistes d'abord et la diversité ensuite qui est la victime de ces racistes. La diversité stimule le racisme. Je le dis très modestement dans ce livre. Je suis très heureux de vous le montrer. Moi-même, j'ai reçu peu de copies. Je viens de recevoir quelques copies pour moi. Tout est ici. Hein, c'est court. Donc c'est... Même un membre du comité exécutif de Renaissance peut le lire, hein, puisqu'ils n'ont pas le temps, ils sont en train de communiquer. Hein. Puis il faut qu'ils sauvent la France, évidemment. Il faut qu'ils sauvent la France, il faut qu'ils il faut qu'ils détruisent l'économie russe, hein, j'ai compris. Il faut qu'ils fassent la transition énergétique, il faut qu'ils fassent plaisir aux Allemands. On ne peut pas être à quatre pattes et lire en même temps. Non, je retire ce commentaire, il n'est pas digne de nous, ni de vous, et donc je retire ce commentaire. Veuillez m'excuser. Mais je suis un être humain. Moi aussi, j'ai mes passions tristes. Voilà, elles viennent d'émerger. Donc, je vous demande de bien vouloir me croire quand je vous dis que le racisme fait partie de notre package, de notre héritage, du legs que nous recevons à la naissance. Très bien. Donc, voilà, excusez mon petit dérapage incontrôlé. Mais bon, à la différence des gens que j'ai cités, je ne vais pas causer à la France 1000 milliards de dettes en plus. Hein. Ni je l'ai mise au bord de la guerre civile, ni je l'ai vendue aux intérêts des Allemands ou des Chinois. Hein. Véhicules électriques, Fessenheim démantelés ou autres. Mais bon, revenons. Hein. Donc, il y a une... Chaque groupe dans la diversité cherche l'hégémonie. Il y a une recherche d'hégémonie. Hégémonie, soit par la force, je te casse la gueule, soit par l'influence. Parce que voir autrui qui n'applique pas mon mode de vie, ça m'énerve. Je vous renvoie vers la pandémie. Nous en sommes arrivés aux mains entre masqués et non masqués, vaccinés et non vaccinés. Nous avons installé un état d'exception, d'apartheid, en France notamment, entre vaccinés et non vaccinés. Entre blancs, catholiques, éduqués. Moi, je connais des amis qui ne se parlent plus depuis le Covid, des familles divisées depuis le Covid, des gens qui ont des solidarités inouïes. Ils vivent ensemble depuis 2000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Des familles qui ont une généalogie qui remonte, je ne sais pas quoi, moi, au XVIe siècle. Divisées à cause d'un masque ou d'un vaccin. Vous vous rendez compte? Entre une femme voilée et une femme en mini-jupe? Entre un type qui bat sa femme et un type qui veut pas sa femme? Entre un type qui vit dans le monde clanique et un type qui est individualiste? Entre un type qui croit qu'il y a une éthique? Un type qui mange pas de viande. Je vais faire plein d'amis. Un type qui mange pas de viande parce que il veut sauver la planète, et l'autre qui doit tuer un mouton lui-même dans la baignoire une fois par an. Évidemment qu'il y a une recherche d'hégémonie. Parce qu'il faut que l'un annule l'autre. J'ai dit annule, j'ai pas dit massacre, je dis annule. Soit qu'il l'éloigne de lui-même, soit qu'il le soumette. Il y a une course à l'hégémonie dans la diversité.
À part évidemment dans des compounds, comme je l'ai dit, à Singapour, Hong Kong ou à Shanghai, ou entre expatriés, qui, quelqu'un me l'a fait remarquer récemment sur Twitter, vivent de toute façon à l'européenne. Donc il n'y a pas de concurrence de mode de vie. Très bien. Donc on n'y peut rien, la diversité cause le racisme, c'est-à-dire cause la violence, elle cause le séparatisme. Parce que le dégoût autrui me dégoûte. On me dit à chaque fois, nanana, la rencontre, l'ouverture sur le monde. Mon gars, si tu es ouvert sur le monde, bah, tu t'enfermes chez toi à double tour, parce que le monde est très dangereux. Le monde est très dangereux. D'accord. Je pense que nous avons été infectés par l'idéologie Club Med. C'est pas parce que tu vas dans un pays étranger en Club Med, où tout le monde est à tes pieds, où ça se passe bien, que le monde est gentil. Non, le monde n'est pas gentil, le monde est dangereux. Ce qui se passe au Liban, au Nigeria, au Soudan, en Indonésie, au Népal, au Bangladesh, au Brésil, au Mexique, au Salvador jadis, mais maintenant, hein, le problème a été réglé grâce à un président d'origine palestinienne nommé Najib Boukele, que je salue. Ce qui se passe dans ces pays-là n'est pas anecdotique, c'est la vérité. La vérité de la nature humaine. Le monde est dangereux, autrui est dangereux. Avant les embrassades et les bisous sur la joue ou ailleurs, il y a d'abord la concurrence physique, les coups, les voies de fait. Quand je rencontre quelqu'un, un étranger, je me demande qui va soumettre l'autre. Est-ce qu'il est une menace? Une fois qu'il n'est pas une menace pour moi, c'est à ce moment-là qu'on peut collaborer. Moi, je ne suis pas contre la collaboration, évidemment. Je suis moi-même cosmopolite. J'adore le monde. Mais c'est parce que je suis ouvert sur le monde que je suis ouvert sur la nature humaine. Je suis chagriné de voir plusieurs gens de gauche qui se disent ouverts sur le monde, mais au fait, qui ne sont pas ouverts sur le monde. Ils sont aveugles au monde. Ils sont ouverts sur leur névrose. Ils veulent voir des gentils hommes et femmes partout. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dès que les peuples se rencontrent, en général, c'est la guerre. Le viol, la guerre, le massacre, la déportation, la traite humaine, la réduction en esclavage. Hein, quand ça ne se passe pas comme ça, il y a le commerce. Le commerce étant une certaine forme de guerre. La Chine nous mène une guerre. Hein. Il n'y a que M. Le Maire qui ne l'a pas compris. La Chine nous met à poil. Hein, le déficit commercial français. Américain. La Chine mène une guerre aux États-Unis. Demandez ça à nos amis africains. Le commerce, les castes guerrières d'Afrique de l'Ouest étaient en même temps les castes du commerce de longue distance. Parce que le commerce de longue distance est une manière d'obtenir la même chose qu'avec la guerre. C'est-à-dire des esclaves et des richesses. D'accord? Au Sénégal, vous aviez les chefs tribaux, les chefs guerriers, les castes guerrières, les nobles, hein, au sens féodal du terme, véritable, celui qui est spécialisé dans la guerre. Ils étaient en même temps les grands commerçants à longue distance qui allaient dans la Côte d'Ivoire actuelle, au lac Tchad actuel, en Mauritanie actuelle, chercher, vendre des esclaves, l'or, l'ivoire, le sel et je ne sais quoi, l'arachide et je ne sais quoi. Et quand ils ne le faisaient pas, ils étaient en cheville avec des grands marabouts, des imams sénégalais qui eux-mêmes qui faisaient le commerce de grande distance. Ce qui fait que l'islam est arrivé en Guinée, est arrivé au Gabon, entre autres, pas seulement, par le commerce. Bah, vous voyez l'islamisation de... Bon, là, je sors du sujet. J'avais parlé de l'islamisation de l'Indonésie et de la Malaisie, qui s'est passée sans l'épée, me dit-on, je le crois, sauf indication contraire, parce que par le commerce. Le commerce est une guerre culturelle aussi, hein, vous savez. Je transmets, je te convertis. Y a-t-il plus grande domination que de convertir à ma foi? Bon. Mais bon, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire ces choses-là, sinon nous sommes fascistes. Bah écoutez, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vaut mieux être traité de fasciste par des imbéciles que d'être respecté par des abrutis. Bon, si vous voulez bien reprendre cette maxime, citez-moi, ça me fera plaisir, citez-moi. Citez-moi en droit d'auteur, mais ne payez rien. Payez-moi une bière si vous voulez ou un café. Un bon café. Il n'y a pas pire que le mauvais café. Et à Paris, je pense que 2 cafés sur 3 servent du café pourri. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette ville. Tout est hors de prix à la base. En plus, on te demande maintenant, il paraît que nous sommes dans l'argent numérique. Je fais une digression. Mais carte bleue à partir de 5 euros. Quelque part, on m'a dit 10 euros, mais on marche sur la tête. Moi, je pensais que nous étions dans la modernité. Non. Le café coûte la peau des fesses, 2,50 €, 3 €, 3,50 €. Je l'ai payé même 8 € quelque part à l'aéroport de Roissy, 8 €. Mais il était bon pour ce coup-là.
qui sont pardonnés. Et en plus, on te sert n'importe comment. Refermons cette parenthèse. Donc, on me dit, oui, mais aux États-Unis, ça va. Parce que là, la Grande-Bretagne, c'est mort. Aux États-Unis, ça va. Non, ça va pas. En 1992, les policiers américains blancs tuent, je crois qu'ils ont tué ou largement, non, ils ont esquinté le pauvre Rodney King. Ils l'ont massacré. Vous avez eu des émeutes interethniques. Les Coréens ont été pris à partie par des Afro-Américains. J'ai dit des Afro-Américains, pas tous. Ça se passe bien aux États-Unis, la diversité. Les Coréens, bon, ils étaient déjà armés, mais ils ont dû se former des milices. D'accord? Aux États-Unis, Black Lives Matter, bon, ça se passait il y a 2022, 21-22, là. Ça a permis l'élection de Biden. Mais comme il y a une justice immanente, il a été dégagé. Enfin, Biden n'est pas capable de faire une campagne électorale, mais il est capable de gérer la plus grande puissance du monde. Ah. Après, on te dit que c'est Trump qui se fout de notre gueule. Non, c'est Biden qui se fout de la gueule des Américains. C'est lui qui est excessif, qui est outrancier. Il leur dit dans la même phrase, je ne peux pas faire la campagne, mais je vais gérer le pays. Moi, je trouve que gérer les États-Unis, c'est plus difficile que faire une campagne électorale. Parce que, bon, je n'ai pas besoin, je l'espère, de m'expliquer. Ça se passe bien aux États-Unis? Non. Tout le monde est armé. Donc, effectivement, ce qui se passe en Angleterre ne peut pas se passer aux États-Unis. Parce que tout le monde a. Tu peux acheter des AR-15, des AR-15, tu peux acheter des grenades, tu peux acheter. Évidemment, tu ne vas pas aller brûler, tu ne vas pas aller titiller ton voisin parce que il peut te recevoir avec des balles comme ça, hein, achetées au commerce. Ensuite, le pays est tellement grand que tu peux séparer les gens. Et ça se passerait bien aux États-Unis, il n'y aurait pas de ghetto. Il n'y aurait même pas de ghetto volontaire. Tu as des communautés riches, des quartiers noirs riches. Les gens vivent par race, affinité par la race. J'ai écouté récemment l'intervention de M. Trump devant la National Association of Black Journalists à Chicago. Il y avait une journaliste apparemment, enfin noire certainement, mais apparemment plutôt de droite. Elle lui a dit, dans nos communautés, elles sont très diverses. Nous avons des communautés noires riches et des communautés noires pauvres. Et nous avons des problèmes différents. Après, elle a posé sa question. Les gens vivent par communauté. Si la diversité marchait bien, les gens seraient comme les Brésiliens, ils seraient tous mulâtres. Ou le Venezuela, un pays que j'adore. Ça marche bien quand les gens copulent entre eux, font des enfants. Comment on dit en arabe? En marocain. Ça marche bien. La diversité fonctionne quand le groupe se saborde. Hein, si je suis de droite, je dirais se saborde. Ou si je suis tout simplement moi-même. Quand le groupe embrasse l'autre groupe pour former une nouvelle race, un nouveau groupe. Ça s'appelle le Brésil. Ça s'appelle éventuellement la Colombie, et encore, le Venezuela. La Colombie est moins métissée que le Venezuela. Les Colombiens ont métissé merveilleusement bien. Et je m'arrête ici. L'élément indien et l'élément blanc. Ils ont atteint le splendide et le sublime et le... Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas mélangé forcément l'élément blanc et l'élément noir. Le Venezuela a mis le paquet, pour des raisons que j'ignore. Ce serait d'ailleurs passionnant que d'étudier ça, certainement beaucoup plus drôle que de commenter la politique française, a mis le paquet sur le mulatto, sur la créolisation. Vous voyez que j'ai des bonnes références moi aussi. De l'élément blanc et de l'élément noir. Bon. Fermons cette parenthèse enchantée qui nous emmènerait très loin. Enfin, surtout moi. Après, je vais devoir m'expliquer à la maison. Bon, ma femme étant de plus en plus compétente en français. Très bien, très bien. Ça se passe bien aux États-Unis? Bah non, ça se passe pas bien. Vous avez une épidémie d'attaques au couteau contre les Asiatiques, donc Chinois, Japonais, tout ça, au métro de New York, par des communautés bien spécifiques, bien identifiées. Donc ça se passe pas bien aux États-Unis. Ça se passe bien nulle part, sauf, ce sera la conclusion, dans les pays où il y a l'autoritarisme, où une communauté, un groupe, a l'hégémonie et impose sa loi. Alors elle peut être une loi sympa comme une loi ingérable, discutable. Sympa, c'est Singapour, Dubaï peut-être, Hong Kong, que je connais moins. C'est-à-dire que tu as à Dubaï, il y a un groupe qui est au-dessus de la pyramide, vous savez lequel. Il impose sa loi d'inspiration islamique, tout ça.
les autres groupes respectent cette loi-là, sinon ils sont dehors tout de suite. Il n'y a pas de sursis, hein. Il n'y a pas le sursis, il n'y a pas d'excuse de minorité à Dubaï ou de oh il vit dans un HLM. Non, non, oh il a souffert de discrimination, le pauvre petit, donc il a défoncé la gueule à un type à 10 contre 1. Non, non, à Dubaï, ciao. Donc il y a un groupe qui te dit, si tu veux vivre avec moi, c'est moi le patron, primo, et tu appliques mes lois. Et tout se passera bien. Dubaï, Singapour. Singapour, c'est ingérable. Enfin, c'est ingérable quand on vient de France. Ça, c'est invivable, c'est intolérable. Enfin, il y a une chape de plomb. Après, quand tu t'adaptes et quand tu assimiles, quand tu fais tienne les lois de Singapour, tu peux vivre heureux. Je ne dis pas que, hein, je ne juge pas. Mais c'est tout à fait l'opposé de notre mode de vie. Miami, États-Unis, peut-être qu'il y a un peu de ça dans certains endroits des États-Unis où tu as une loi qui est très dure, une police qui est très, très dure, et ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a un groupe qui veut imposer, qui est obsédé par son hégémonie. Enfin, quand même, rendez-vous compte, à Dubaï, les locaux, et c'est quoi? C'est même pas 1% de la population, 5%. Donc s'ils n'ont pas une main de fer, s'ils n'impressionnent pas les diasporas autres, bah, c'est fini. Ils se font massacrer en 5 minutes. Je dis bien massacrer parce que, encore une fois, la nature humaine n'est pas sympa. Tout le monde n'est pas militant élevé. D'ailleurs, les militants élevés n'ont pas de leçon de vertu à donner. Ils sont terribles. Enfin, ils sont terribles. Je me corrige encore une fois. Je soupçonne que parmi eux, il y ait un totalitarisme en germe. Hein, je ne les mets pas tous dans le même sac. Ils ne sont certainement pas sympas. Parce que quelqu'un qui ne veut pas que tu manges de viande, que tu ne veux pas que tu roules en diesel, qui ne veut pas que tu vous prennes l'avion, moi, je dis ça, c'est un totalitaire. C'est pas un type sympa. Bon, revenons donc à Dubaï, si tu veux, dans Singapour, tout ça. Tu as cette loi-là, tu as cette courtoisie aussi. Tu as une courtoisie excessive, comme on en voit souvent en Asie. Parce que c'est comme ça que ça peut marcher la diversité. Il faut brimer, mettre l'homme et la femme dans une camisole de force par la loi, la police, la justice extrêmement sévère, rapide et sévère, et par une courtoisie qui est un peu stérilisante. C'est pas la France qui est spontanée, un pays courtois, jadis, hein, je parle de la France, mais spontané, la drague, le flirt, non. Dans ces pays-là, tu peux pas. Il faut vraiment ramener les gens dans un niveau de courtoisie extrême pour éviter les frictions. Voilà. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça peut marcher la diversité. Et ça marche tellement qu'à Dubaï, je n'ai pas vu de bus de police renversé. Je n'ai pas vu de filles de Dubaï violées par des gangs de Pakistanais. Je n'ai pas vu à Dubaï, c'est quand même bizarre, qu'à Dubaï, ou au Qatar, ou au Bahreïn, ou à Oman, ou à Singapour, il n'y ait pas de descendants d'immigrés rwandais qui pètent un câble et tuent 3 jeunes filles blanches, ou dubaïotes, ou singapouriennes, ou locales, dans une fête d'anniversaire. C'est quand même bizarre que les Rwandais, je vais reformuler, c'est quand même bizarre que les gens pètent des câbles seulement dans des pays où la police et la justice sont démantelées, de facto, sont débandées, hein, pour reprendre une image de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de pétage de câble, il n'y ait pas de loup solitaire, il n'y ait pas d'attaque au couteau, de mauvais regards, de cigarettes refusées, dans des pays comme ça. Pourtant, la nature humaine, elle est même partout. Ah, la folie existe, en théorie, à Dubaï, à Shanghai, comme à Paris, ou à Châtelet. Sauf qu'à Dubaï, Singapour, Hong Kong et je ne sais où, comme on dit en arabe chez moi, al-faltab al-kabbot. Al-faltab al-kabbot, ça veut dire que si tu oses tuer une jeune fille, un enfant dans un fête d'anniversaire, ça va très mal se terminer pour toi. Bon, je crains que nos amis de ces pays-là ont raison. Mais malheureusement, le fait qu'ils aient raison ne me fait pas plaisir, parce que ça veut dire que si nous continuons comme ça, nous allons devenir comme eux. C'est la mort de la France. Parce que nous sommes, je le dis, le pays de la drague, du flirt, de la spontanéité, de la mixité. Tu peux pas, il n'y a pas de mixité dans ces pays-là. Les communautés sont séparées. Tu peux pas donner une tape sur le dos à un Émirati quand tu es. Enfin, j'adore les Émiratis. C'est pour moi c'est mes Moyen-Orientaux préférés. Ex aequo avec les Irakiens que j'adore. D'ailleurs, dans une autre vie, j'ai été irakien. Sunnite, évidemment. Hein, on ne perd pas de. Je suis un homme de principe. Sunnite et bédouin, évidemment. Un homme de principe.
Moi, j'ai été dans une autre ville, quelque part à 200 km de Bagdad, entre Bagdad et Fallujah. Je suis chez moi là-bas, avec l'attirail qui va bien, peut-être pas le chameau quand même, mais un beau 4x4 Toyota Hilux blanc, blanc scintillant, sous les palmiers dattiers, la canne à sucre. J'aurais été chez moi. Mais bon, j'adore les Émiratis. Mais tu peux pas, aux Émirats, tu peux pas venir, enfin, tu peux pas. euh, c'est leur loi. Tu es chez eux. On te le fait comprendre. Eh bien, ça, c'est pas la France. La France, c'est de la tape sur le dos. La France, un de mes grands chefs, que je vais pas citer pour pas le ruiner sa vie sociale, un de mes grands chefs m'a dit, tu sais, la France, c'est le zinc, c'est le comptoir du bar, où toutes les classes sociales se rejoignent. C'est vrai, tu peux avoir un cadre sup avec un éboueur qui prenne un pastis le matin ou un café, ou un café cognac, là, comment on appelle ça, un cava. Ça, c'est génial, ce truc, c'est génial. C'est une des grandes inventions de l'Occident. Hein. Quand il aura disparu, on regrettera quand même ces choses-là. Bon, allez, ciao. Lisez ce livre pour comprendre ce qui se passe en Angleterre, qui se passe en France, en Allemagne. Il y a des problèmes partout avec ça. J'espère qu'il sera traduit bientôt en anglais, mais bon, il sera trop tard. De toute façon, ce n'est pas l'établissement anglais qui le lira. Eux, ils ne lisent pas, ils lisent plutôt les emails en provenance de Davos. Je fais un peu mon complotiste, mais bon. Quand même des coïncidences très, très troublantes. Hein. Les éléments de langage de Davos, tu les retrouves quelques mois plus tard dans la bouche de tous les grands patrons, tous les grands dirigeants européens. Donc, comme nous sommes des déplorables, comme l'a dit Madame Hillary Clinton, eh bien, nous sautons des conclusions et nous disons tous que c'est Davos qui a le dernier mot, en tout cas chez ces gens-là. Allez, ciao!